Bonjour à tous et bienvenue en Haute-Savoie à Morzine. C'est ici que nous avons rendez-vous avec deux grands passionnés d'animaux. Alors tout d'abord, Jacques Olivier nous ouvrira les portes de son parc animalier où l'on découvrira de nombreux rapaces. Ensuite, nous irons à la rencontre d'Arnaud et de ses chiens-loups avec lesquels il effectue plusieurs activités. Allez, sans plus attendre, découvrez notre sommaire. Au cœur des montagnes savoyardes, Élodie rejoindra Jacques Olivier qui nous apprendra comment il est devenu fauconnier et le plaisir que ces oiseaux lui procurent. Puis Sandrine retrouvera Laurent, un parapentiste qui partage le ciel avec les rapaces et vole depuis peu avec l'aigle pigargue à tête blanche de Jacques Olivier. C'est ensuite aux chiens que nous nous intéresserons avec Arnaud qui se passionne pour les huskies et les chiens-loups de Sarlouse. Enfin, Sandrine découvrira les nombreuses activités canines que pratique notre passionné. Depuis l'âge de 12 ans, Jacques Olivier a toujours été entouré par les oiseaux, mais tout commence avec les rapaces. Il a suffi d'une rencontre pour que cet homme fasse de sa passion son métier. Bonjour Jacques Olivier. Bonjour Élodie. Alors quelle a été cette rencontre ? Eh bien, à 12 ans, en fait, on m'a apporté une petite buse qui était tombée du nid et ça a été le coup de foudre. J'ai trouvé que cet oiseau était d'abord magnifique, noble, majestueux. Et puis les premiers vols qu'elle m'a fait m'ont laissé pantois. Donc voilà, c'était depuis cet âge-là, c'est les rapaces. Alors lorsque vous avez eu cette buse, qu'est-ce que vous avez fait ? D'abord, elle était toute petite, donc je l'ai élevée patiemment jusqu'à ce qu'elle grandisse, qu'elle prenne ses plumes, qu'elle soit capable de s'envoler. Et puis, elle a volé à peu près un mois et demi. Et puis un jour, elle est partie et je l'ai jamais revue. Alors bon, évidemment, à un stage-là, on est un peu inconsolable. Mais plutôt que de me désoler, je me suis dit, bon, il y a un truc que j'ai pas compris. Et là, j'ai commencé à chercher ce que c'était que la fauconnerie, comment dresser ces oiseaux. Et c'est petit à petit, au bout de 4 ans, qu'ensuite j'ai pu avoir mon premier oiseau tout à fait légalement, officiellement, et arriver cette fois-ci à le garder un peu plus longtemps qu'un mois. Alors à partir de 18 ans, vous êtes devenu fauconnier. Alors à partir de 18 ans, je suis devenu apprenti fauconnier. On m'a confié mon premier oiseau, donc on a 1 an à faire avec cet oiseau. Donc vérifier d'abord qu'on est capable de le détenir, de le conserver en bonne santé, en bon état de plumage, de santé, de le faire voler. Au bout de cette année, une fois que vous avez fait cette expérience, vous acquérez enfin votre titre de fauconnier. Ensuite, vous pouvez être fauconnier toute votre vie. Quelques-uns poussent la passion un peu plus loin et obtiennent le statut de maître fauconnier. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir assez jeune, puisque à 24 ans, j'ai eu le statut de maître fauconnier. Quels sont les accessoires que vous utilisez pour la fauconnerie ? Alors, la fauconnerie utilise différents instruments, si je peux me permettre, selon que vous pratiquez ce qu'on appelle le haut vol, c'est-à-dire le travail avec les faucons, ou le bas vol, le travail avec les buses et les aigles. Mais un qui est commun à tout le monde, c'est le gant, puisque vous avez d'ailleurs... le gant, pour le tenir. Voilà. On va faire ça tout à l'heure. On va le faire tout à l'heure, donc vous allez voir. C'est un gant, bien évidemment, qui est en fonction de l'espèce plus ou moins épais et plus ou moins gros. Vous avez... le leurre, le fameux petit truc au bout de la ficelle qui sert à faire venir les faucons. Vous avez le chaperon qui est très connu, qui est le petit casque en cuir. Donc voilà, le métier a évolué, mais finalement pas tant que ça. Un fauconnier apprend aujourd'hui comme il apprenait en 1700 ou en 1500. Ce qui a changé, c'est les techniques par contre vétérinaires. Là, c'est sans comparaison. Et aujourd'hui, vous avez combien de rapaces alors ? Sur le site de Sciez, donc où nous sommes actuellement, on a 120 rapaces. Qui sont hébergés en permanence et qui représentent une 40aine d'espèces. Quelles sont les variétés qu'on y découvre ? Alors, on a à peu près toutes les variétés, en tous les cas les principales espèces, c'est-à-dire on va du plus petit quasiment avec le faucon cresserelle jusqu'au plus grand, le condor des Andes. C'est vrai qu'on a quand même un beau panel d'espèces de la région, puisqu'on s'est intéressé à présenter aux gens les animaux qui vivent chez nous. Mais on a aussi quelques belles espèces, notamment le fameux pigargue à tête blanche, l'aigle pêcheur africain, l'aigle bleu du Chili, un oiseau magnifique que vous verrez tout à l'heure, qui au niveau des couleurs est assez somptueux. Donc non, le panel est assez large. Qu'est-ce que vous apportent vos oiseaux ? Ils vous apprennent l'humilité d'une manière générale. Je veux dire, on imagine toujours dans la vie que quand on fait du dressage, puisque notre métier c'est de dresser, on va forcément imposer sa volonté à l'animal.
quand vous êtes ici dans cet environnement, que l'oiseau vole devant vous pendant 1 heure, vous apercevez qu'il se fait plaisir à lui et qu'il vous donne autant de plaisir en se faisant plaisir que s'il faisait 1, 2, 3, 4 quand vous lui demandez. Donc c'est tout ça, moi, que j'apprécie de plus en plus. C'est cette relation un peu plus complexe que simplement le fait de lui dire, voilà, fais ça et je serai content. Maintenant, je suis un peu passé au-delà de ça. Mais c'est une très belle relation parce que nous, en tant que personne, nous souhaitons souvent aller à la rencontre des rapaces, nous voulons aller les toucher, mais ça c'est pas possible. Oui, alors, et vous, en tant que fauconnier, justement, vous dites que vous pouvez pas les toucher, mais faut pas faire d'anthropomorphisme. J'appartiens pas à ces gens qui pensent que parce qu'ils aiment les oiseaux, ils vont avoir des plumes qui leur poussent dans le dos. Vous pouvez aimer ces animaux, mais il y a un respect non seulement de l'animal, mais surtout de son mode de vie. Un rapace, c'est pas un animal qui dans la nature aime se faire papouiller. Vous voyez jamais le rapace se papouiller. Mais nous, vous comprenez que nous avons envie peut-être de le faire. Mais moi, le premier. Mais c'est vrai que le rapace vous rappelle rapidement que pour lui, c'est pas agréable de se faire caresser, que ça ne lui apporte rien. Et puis quand vous les aimez vraiment, vous passez au-delà de ça. C'est notre relation effectivement. Mais je vous avoue que les aigles un peu moins, mais les hiboux, c'est vrai qu'on a envie de les prendre et de les toucher. C'est évident. Mais il faut des fois se retenir un petit peu. Ils ne s'échappent jamais, vos oiseaux? Alors, les oiseaux, bien évidemment, s'échappent, c'est une réalité. Mais l'envie naturelle du fauconnier, c'est de le voir voler. Donc, si vous avez peur de perdre votre oiseau, vous le faites jamais voler. Donc, la première lutte qu'on doit avoir en tant que fauconnier, c'est un moment de se dire, il faut que j'accepte l'idée que je vais le perdre. Parce que c'est que si vous acceptez cette idée-là que vous progressez. Si votre obsession, c'est de le perdre, vous serez toute votre vie un mauvais fauconnier. Si dans votre tête, vous dites, voilà, je vais peut-être le perdre un jour, mais si je le perds, c'est que j'aurai progressé, à la fois l'oiseau va progresser et vous aurez progressé. Eh bien, Jacques-Olivier, après la théorie, on va faire un petit peu de pratique? Eh bien, avec plaisir. On va surtout essayer donc de rester sur le schéma de l'oiseau et on va aller faire la fameuse pesée pour savoir si l'oiseau est en bonne santé. Je vais vous expliquer tout ça, mais c'est important, donc je propose qu'on y aille. Eh bien, allons-y, je vous suis. Allons-y. Alors là, on va aller peser cette superbe bulle. Oui, alors je vais vous allumer la balance. Voilà, donc ça c'est bon. Alors ensuite, il faut que vous preniez bien l'oiseau, présenter l'oiseau dans ce sens-là. Il va aller se poser. Allez. Alors que la main droite, on va récupérer les petits jets, donc on va les remplir, celle-là. Je cache le... Voilà, on tient, hop, on récupère l'autre. Voilà, on va tenir les 2 jets pour pas qu'on ait le poids des jets. D'accord. Et là, vous allez pouvoir voir le poids qui s'affiche. Donc celle-ci va faire 770 grammes. Voilà, 762. Ouais, c'est précis, hein. Ah oui, faut bien serrer. Là. Voilà, allez, on y va. Voilà. C'est parfait. Super. On va la ramener donc à sa cage. Oui. Donc là, on a le poids. Oui, elle est vraiment, c'est un oiseau qui est assez agréable. C'est quoi? Ah, mon Dieu. Un petit peu avec ta main droite. Voilà. Et tu ne bouges pas. Voilà. J'ai un. Laisse-les comme ça. Allez. Allez, ouais. Non, ça, par contre, c'est toujours l'oiseau qui doit décider. Sandrine, grâce à Jacques-Olivier qui m'a appris les bases de ce métier, je suis devenue fauconnier et c'est tout un art. Ah, tu es vraiment une privilégiée, mais Jacques-Olivier a plus d'une corde à son arc puisqu'il vole en parapente avec un aigle. Nous allons tout de suite les découvrir. Alors Jacques-Olivier, vous êtes accompagné de Laurent qui est parapentiste. Alors tous les deux, on peut vous voir dans le ciel de Morzine voler avec votre aigle Sher Khan. Alors comment a commencé cette aventure?
En fait, c'est né à la Coupe Icare 2006, donc qui est le plus grand rassemblement au monde de vol libre, où nous avions présenté un numéro un peu particulier. On avait fait partir un de nos aigles à 4 km, on l'avait fait descendre en moins d'1 minute pour montrer un petit peu les qualités de vol de ces oiseaux. Et les organisateurs m'ont dit, mais si tu es capable de faire ça, tu es capable de voler avec un aigle. Et j'aime bien les paris, donc je dis, mais pas de problème, on va vous faire ça pour l'année prochaine. Après, la suite était un petit peu plus difficile et j'avoue que la rencontre de Laurent m'a un peu sauvé, mais voilà, ça a commencé en fait comme ça. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, c'est simple, hein. Moi, ça fait pas mal de temps que je pratique le parapente, une vingtaine d'années. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de Jacques Olivier qui me demandait de lui apprendre à voler, d'apprendre à voler à un de ses aigles. Je me suis dit, soit c'était un plaisantin, je trouvais ça un petit peu sceptique et puis un peu étrange. On s'est retrouvés le lendemain à 9h, Jacques, Sherkan et moi, et de là est partie l'aventure. Parce qu'il faut le savoir, hein, cet aigle n'avait jamais volé avant parce qu'il était détenu en captivité, enfin il n'a jamais fait de grands vols. Oui, moi ce qui m'intéressait, c'était pas simplement de me faire plaisir moi. Je veux dire, j'ai jamais fait de parapente avant, c'est que j'avais pas une passion pour ce sport-là. Ce qui m'intéressait, c'était de se servir de cette opération pour donner la chance à un oiseau, justement, lui de se faire plaisir. Donc on a regardé un petit peu ce qui s'était fait. Il y a en fait que 2 personnes qui ont réussi jusqu'à présent à faire travailler des aigles en parapente, mais c'était toujours sur des jeunes oiseaux pris bébés avec le phénomène d'imprégnation qui suivaient l'aile parce qu'ils croyaient que c'était leur père ou leur mère. Donc moi j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire j'ai trouvé cet aigle qui avait 12 ans, qui avait jamais volé, et on a tenté de mettre au point une méthode qui lui permette à la fois de réapprendre à voler, mais surtout de voler avec nous, puisque c'était aussi le but. Et maintenant, au bout d'1 an et demi, c'est vrai que c'est couronné de succès, mais ça a été un long apprentissage. Alors quel a été l'entraînement ? Alors l'entraînement était en fait 2 choses totalement différentes. Une partie qui a été mise au point par Laurent, qui était mon apprentissage à moi en tant que pilote, et puis l'apprentissage de l'aigle des conditions vraiment de vol, d'aérologie. Moi, je me suis occupé par contre toute la première partie qui était la connaissance avec l'oiseau, la mise en confiance, tout le travail au sol, de remuscler l'oiseau parce qu'il n'était pas du tout musclé. Bref, d'en faire un oiseau capable un jour de voler. Après, c'est le chef qui avait cogité le programme d'entraînement. Moi, je m'interrogeais de savoir, en fait, si il savait voler sans battre des ailes, s'il savait trouver les thermiques, le système des brises, où il allait faire, comment il allait faire, etc. Je me posais pas mal de questions. Voilà, il veut repartir. Il veut repartir, il a vraiment envie de repartir, parce que ça fait un moment qu'on l'a là, donc il devient impatient. Et donc, on a travaillé, on l'a familiarisé avec les parapentes. Maintenant, il n'a plus du tout peur d'un parapente, au contraire, ça devient un parapente, quelque chose d'habitué pour lui. Donc voilà, on lui a appris à décoller d'un endroit, à poser à l'autre, et on a mis vachement de temps à ce qu'il vienne nous retrouver en l'air, parce que on a fait un nombre inconsidérable, n'est-ce pas, de vols où il n'était jamais là. Donc imaginez, le jour où il est venu, on était assez heureux quand même. C'est-à-dire que vous partiez avec l'oiseau et puis d'un coup, il s'évadait. Oui, on passait 3 minutes ensemble et 2 heures à le chercher. Voilà, par exemple. Il n'avait pas de plaisir, lui, à voler, il n'avait pas de plaisir à être avec nous. Donc il venait nous voir, prendre la récompense, et puis après il partait et c'était fini. Donc là, comment vous avez réussi justement à ce qu'il reste maintenant avec vous, parce qu'il vous suit partout, hein? Là, on a complètement inversé le problème, c'est-à-dire qu'on a arrêté le parapente pendant un moment, parce que le problème venait pas du parapente, le problème venait de la relation que j'avais avec l'oiseau, et on est reparti sur un autre travail qui était vraiment là, le plaisir d'être avec son fauconnier. Donc on est allé en bord de mer, on est allé en montagne, on est allé au bord du lac chez nous, et des grandes balades tous les soirs, minimum 1 heure de balade par soir quasiment. Et l'oiseau commençait à prendre du plaisir, à découvrir de nouveaux territoires avec moi, à rester avec moi. Il se voyait que quand il se faisait attaquer par une corneille ou par une buse, il venait se réfugier vers moi. Donc dans sa tête, il s'est dit, oula, quand je suis avec lui, tout se passe bien. Et quand tout se passe bien au sol, au bout d'un moment, tout se passe bien en l'air. Est-ce que vous, justement, parce que ça fait longtemps que vous volez en parapente, vous avez retrouvé d'autres sensations accompagnées de cet aigle ? Déjà, la satisfaction d'être arrivé à notre but, ça c'est déjà assez énorme. Je dis toujours que voler près d'un aigle, c'est comme, j'imagine, nager avec un dauphin. Je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais beaucoup le faire. Bon, je vous souhaite à tous les 3 bon vol. Merci. Merci. Nous, on a une tradition quand vous venez nous faire le plaisir de nous rendre visite à Morzine, c'est qu'après avoir vu voler l'aigle, c'est vous qu'on emmène pour partager cette sensation. Donc moi, en parapente, là. Toi, en parapente, ouais. On va pas te laisser réfléchir parce que je sens que tu hésites. C'est maintenant Allez. ou jamais. Bon, ok. Je vous suis, alors je vous suis. C'est bien. Allez, Laurent. Elle fait comment ?
Alors, tes impressions? Écoute, Elodie, j'ai eu très peur en haut. Parce qu'il fallait courir. Et franchement, j'avais un peu peur. Mais en fait, une fois qu'on s'envole, c'est vraiment c'est extraordinaire. Je te le recommande, Elodie. Écoute, la prochaine fois, pour l'instant, je vais retrouver un autre passionné, moi. D'accord. Bon, bah alors, à tout à l'heure. Allez. Merci, Laurent. De rien, je t'en Merci, prie. Vraiment, c'est expérience. T'es baptisé. Oui. Et bien maintenant, cap sur l'Amérique, c'est dans un décor indien que je vous amène à la rencontre d'Arnaud, un passionné de chiens. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors les chiens font partie de votre vie depuis toujours. Depuis l'enfance. Oui. Et aujourd'hui, vous les côtoyez dans un parc. Un parc animalier où on présente justement diverses activités avec des animaux domestiques et sauvages. Alors vous ici, ce sont des huskies qu'on voit et des sarlousses. Là en présence, ce sont des Siberian Husky, donc des chiens de traîneau très accessibles, très gentils comme vous pouvez voir, très câlins. Et ensuite on parlera peut-être du chien loup de Sarloz, qui est un chien qui ressemble étrangement et extraordinairement à un loup. Voilà, donc c'est un mi-loup, un mi-chien. Voilà, c'est un croisement à l'origine, c'est un croisement d'un chien de berger avec un loup qui avait été créé aux Pays-Bas afin d'avoir un chien militaire un peu plus costaud. Sauf que le loup étant très craintif, ça a donné des chiens aussi très craintifs et les militaires ont arrêté. Et c'est pour cela que maintenant on en a comme chien de compagnie. Mais alors attention, c'est pas un chien que tout le monde peut avoir. Et tout à fait, c'est un chien très compliqué car il a le code du loup quand même très fort. Il faut user de beaucoup de psychologie, de beaucoup de patience et de tendresse. Ce n'est pas un chien pour tout le monde et vraiment que pour des spécialistes. Oui, d'ailleurs on sait pas, parfois on les appelle loups, parfois on les appelle chiens, on sait pas trop. Finalement. Voilà, mais ce sont quand même des chiens, car dans notre travail, pour un tournage, pour une publicité ou un cinéma, ça reste un chien, et un chien, on peut lui demander diverses choses. Un loup, lui, reste un peu plus inquiet, et c'est très difficile à travailler. Alors justement, vous utilisez les loups de Sarlouz ici pour expliquer un petit peu la meute, c'est bien ça? Tout à fait, donc le chien loup de Sarloz, c'est un bon compromis justement pour le grand public, afin de leur faire voir quand même à quoi peut ressembler un loup, car ça ressemble très physiquement, on verra ça tout à l'heure, donc l'image du loup. Et ensuite, au fur et à mesure, on leur explique que le loup a été domestiqué et de par les siècles, eh bien, les humains se sont servis d'animaux, et notamment des chiens. Et ensuite, nous dérivons sur le chien de traîneau. Et pour finir, à la partie câlin, comme vous faites, c'est-à-dire que les gens en famille, sur ce parc, viennent les côtoyer, les bichonner, les caresser ou se faire prendre en photo. Alors là, j'ai Dinou qui est avec moi, c'est un petit bébé husky. Un petit bébé âgé de 4 mois. Avec des origines de chiens de course, c'est-à-dire des chiens très nerveux, des chiens qui vont promettre au niveau du sport, mais qui seront aussi très gentils, tout simplement parce que c'est des chiens foncièrement gentils avec l'homme. On va parler des huskies un petit peu dans votre travail dans le parc, et puis on parlera un petit peu de son caractère juste après. Alors, vous les utilisez pourquoi dans ce parc? Eh bien, dans ce parc, c'est vraiment comment appréhender un chien. Le chien, c'est un animal super sympa qui peut vivre en famille, mais il a un code, il faut le respecter. Alors le caractère du husky? Alors le caractère de l'husky, chien très sociable avec l'humain, très gentil, mais indépendant quand même. Voilà, donc ça veut dire que s'il ne désire pas avoir la caresse, c'est pas la peine d'assister. Par contre, gros problème peut-être pour les particuliers, c'est que c'est un chien qui est demandeur. Voilà, comme dit Wok là par exemple, eh bien, il demande de l'exercice. Voilà. Et deuxièmement, de vivre en meute. S'il n'a pas tout ça, eh bien, hélas, le chien, lui, va s'ennuyer. Soit il va abîmer la maison ou le jardin, mais pire encore, il risque de fuguer, partir à l'extérieur. Et là, ça reste un grand prédateur. Et qui dit grand prédateur, dit chasseur, peut tuer des troupeaux de brebis, peuvent tuer des lapins dans une ferme, des poules, plein d'autres choses. Et c'est quand même le gros inconvénient de cet animal, il faut quand même qu'il soit bien surveillé, bien parqué. Mais c'est un loup alors, ce husky? Ils ont quand même énormément de loups dans leur génétique.
Ça, c'est clair. Vous avez un petit message à faire passer aux téléspectateurs qui souhaiteraient avoir peut-être un husky ou un chien de Sarlouse? On peut même donner un très très grand message, comme nous l'avons dit donc tout à l'heure pour le chien de Sarlouse. Eh bien, c'est un chien très très compliqué et si on a la chance d'avoir ce chien-là, eh bien, il faut aller impérativement en club pour éduquer ce chien afin de comprendre vraiment la psychologie canine et aussi étudier toute la psychologie du loup, car là, c'est vraiment primordial. Pour l'husky, eh bien, la psychologie est beaucoup plus facile, mais il faut que ce soit un maître sportif qui puisse courir avec presque chaque jour, qui puisse vivre avec en permanence ou vivre en meute, c'est-à-dire beaucoup de contraintes, il faut le savoir. Après, si on est capable de donner cela à cet animal, c'est un compagnon hors pair. Je vous laisse retrouver Sandrine. Bien sûr. Allez les bébés. Allez, moi je garderai bien avec moi quand même. Hein. Ah oui, mais ils sont sportifs, hein, attention. Hein. Allez, ok les petits gars. Sandrine, Arnaud fait plusieurs activités avec ses huskies. Il est d'ailleurs parti les préparer. Alors, te sens-tu prête à faire du sport? Oui, et d'ailleurs, je suis déjà en train de m'échauffer et je me demande bien ce que nous allons effectuer. Bon, allez, j'y vais. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé? Eh bien, on va se préparer une petite balade avec un chien de traîneau. Et pour apprendre et appréhender un peu cet exercice, eh bien, on va faire simple. On va mettre un chien, donc un husky, une petite femelle super sympa, devant un vélo attelé à une ligne de trait. Et on va partir faire une petite randonnée sympa dans la nature. Du cani VTT. Du cani VTT. Mais moi, vous pensez que je vais y arriver parce que je suis débutante? Oui, mais il n'y aura aucun problème. Alors, on y va? On va peut-être les atteler, on va les chercher, mettre les harnais. Et puis après, on y va. Allez, hop. Très simple. Donc là, c'est une femelle. Donc là, ouais, c'est celle qui arrive juste là. Hop. Voilà, le harnais pour ta petite chienne, Nouba. D'accord, merci. Nouba. Viens. Viens ma fille. Là. Avant, tu mets la tête. Voilà. Foyac, viens. Hop, ensuite. Fille. Qu'est-ce que t'as? Tu veux partir déjà? Ok, les petits chiens, doucement, les bébés, doucement. Allez, doucement. Tu montes sur ton vélo, les deux mains sur le frein. Et moi, je vais chercher mes chiens. Foyac. Lâche un peu les freins, lâche les freins. Allez. Super les petits gars. Alors, merci pour cette séance de sport. Oui, on peut petite dire. initiation. Oui, voilà. Parce que vous faites une autre activité avec vos chiens. Eh bien oui, on a une petite activité là purement cinéma avec notre petite chienne Sarlouse qui s'appelle Fille et on l'utilise entre autres pour travailler donc sur une publicité, pour un film. Et cet animal est vraiment le cousin du loup et on l'utilise comme si c'était un loup. On va aller la voir? On va aller la voir et on va peut-être lui faire 2-3 petits trucs. D'accord, avec plaisir. Allez, petit chien à la maison. Allez, ma mère. C'est bien, fille. Fille. Oui. Voici Fille. Fille, une petite Sarlouse de 7 ans. Oui. Eh bien, on va peut-être faire un petit exercice. Un petit entraînement. Un petit entraînement pour un tournage futur. Et le but, c'est que cette petite chienne, à un moment donné, donc cette louve, normalement dans le tournage, doit arriver sur un acteur pour symboliser quelque chose. Pour cela, eh bien, il faut déjà l'habituer à rester immobile, ce qu'on va essayer de faire. Et ensuite, on va l'appeler pour qu'elle vienne sur toi, par exemple. Pas bouger, ma belle. Non, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Reste à ta place, tu es très belle. Pas bouger. Pas bouger. Viens, ma belle. Voilà, c'est bien. Et là, on récompense. Au fur et à mesure, tu vas agrandir ta distance. Oui. Tu vas revenir sur elle de temps en temps. Tu vas la rappeler plus loin afin d'avoir ton exercice calé, impeccable. Alors, ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que nous, on vient souvent un petit peu avant sur le tournage et on s'entraîne avec le chien. Mais c'est très très long, hein. C'est très très long. Mais ils n'ont pas du tout le même comportement que les huskies. Pas du tout. Ce sont des chiens vraiment
très très proches du loup, comme on disait ce matin. Et ce sont des chiens donc qu'il va falloir appréhender moitié chien, moitié loup, avec les deux psychologies réunies, donc bien les connaître, afin justement de pouvoir les travailler. Et comme je disais à l'instant, si tu t'énerves, hélas, tout ton travail va être ruiné. Je ne m'énerve pas, je reste calme, et mon chien, tu vois, elle vient vers moi. Mais on sent qu'il y a une relation vraiment très fusionnelle entre vous deux. C'est la race et le travail qui veut ça. Plus tu vas travailler le chien, surtout dans des contextes comme ici, donc pour elle c'est un peu hostile, son seul repère c'est son maître. Donc déjà elle va être plus proche. Et puis c'est le fait de la travailler, de la comprendre. Là elle se dit bon ben voilà, là c'est super. Et tu peux faire pas mal de choses. Tiens par exemple, à chaque fin d'exercice quand on est aux aigues du Léman par exemple, fille assis,